T'as foutu un coup de boule? C'est pas comme ça, Pignon. C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. Voilà. Salut tout le monde et bienvenue pour cette troisième partie de la rétro-trilogie Weber, Depardieu, Richard, dédiée aujourd'hui aux compères. Je commence à avoir du mal à vous supporter, vous. Alors La Chèvre a été le succès cinématographique de l'année 1981, et c'est fort de ce succès que le trio va récidiver. Cette fois-ci, ce n'est plus une fille que notre duo de choc va essayer de retrouver, mais Tristan, jeune ado de 16 ans, qui quitte le domicile familial pour parcourir les routes avec sa copine Michel. Tristan est joué par Stéphane Bierry, que vous avez sans doute reconnu dans Plus belle la vie pour son rôle de Stéphane Prieur. Ok, d'accord. Comme vous voudrez. Et en parcourant sa bio, j'ai vu qu'il avait doublé Jet Li dans Le baiser mortel du dragon. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Quand on perd son chemin, c'est revenir au départ. Départ? Quant à sa copine Michel, c'est Florence Moreau, que je ne connais absolument pas. Il s'avère que Christine, campée par Annie Dupéret, veut retrouver son fils coûte que coûte, et pour cela, elle fait appel à ses deux anciens copains de l'époque, et il faut dire qu'elle ne peut pas compter sur son mari, joué par Michel Aumont, qu'elle prend pour un fragile, et c'est pas faux. Moi aussi j'ai mes problèmes, et je vous emmerde, madame. Viens. Du coup, elle fait croire à Jean-Lucas, journaliste costaud, puis à François Pignon, instituteur dépressif au chômage, que Tristan est leur fils, Un enfant? Tu as eu un enfant de moi et tu m'as rien dit? et chacun de son côté, ils vont essayer de le retrouver. Les deux hommes vont se rencontrer chez le père de Michel, un réceptionniste d'hôtel particulièrement antipathique, joué par Maurice Barrier, un habitué des seconds rôles. Pignon. Lucas. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Si on parlait un peu de nos enfants, monsieur Lucas. Volontiers. Et tout de suite Weber va comme toujours jouer sur leur opposition. Lucas, c'est le grand costaud qui donne des coups de boule, et Pignon, c'est le fragile humain, Je pleure de temps en temps parce que je sors de dépression. très humain. Ils vont très vite retrouver Tristan du côté de Nice, et se rendre compte qu'ils se sont fait flouer par la mer. Ensuite, on aura le droit à une seconde partie, où Tristan devra régler ses problèmes personnels, Je veux plus te voir. M'en veux pas, c'est comme ça. C'est fini, nous deux. tout comme Lucas, qui a également des soucis avec Rossi, un patron de casino qui lui a envoyé deux hommes de main pour s'occuper de lui. Comme dans La Chèvre, tout finira dans la joie et la bonne humeur, Tristan, de manière assez subtile, annonçant à Pignon puis à Lucas que les deux sont son vrai père, tout en leur promettant de ne pas le dire à l'autre. Ça va, vous suivez? Elle m'a dit la vérité à moi, je sais qui est mon père. Je sais qui est mon père, elle vient de me le dire. C'est vous, elle est formelle. Pour elle, il n'y a aucun doute, c'est vous. Je me demande s'il faut le dire à Lucas. Ce serait peut-être mieux de garder ça pour nous, non? T'as parfaitement raison. J'ai pas voulu le dire à Pignon, il est tellement dépressif. C'est parfaitement bien fait. Le film a eu un joli succès en France, puisqu'il est 4e du box-office en 1983, avec 4,85 millions d'entrées, sachant que le premier, Les Dieux sont tombés sur la tête, a réalisé 6 millions d'entrées et que Star Wars Le Retour du Jedi est en 5e position avec 4,2 millions d'entrées. C'est donc un très joli score, il faut bien le reconnaître, et pourtant, il reste en deçà de La Chèvre, du moins pour moi. Déjà, rien qu'à l'énoncé du résumé, vous voyez tout ce qui change. Tristan, Michel, Christine, le père de Michel, le mari de Christine, la mère de Michel, les deux hommes de main. Il y a beaucoup plus de protagonistes que dans La Chèvre et par conséquent, il y a moins de séquences sur le duo. Richard Depardieu, Weber jouent un peu moins sur leurs contradictions, même si cela reste au centre du projet, et qu'il y a des scènes vraiment cultes, notamment celle du coup de boule de Pignon et de Lucas. On en a foutu un autre, dis donc. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous. Vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Qui m'a certainement valu une suspension YouTube quand j'en ai fait un short. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Rien ne change dans la façon de filmer de Weber, c'est toujours aussi basique et je vous renvoie à ma rétro sur La Chèvre, mais ce qui fait la différence, c'est le scénario. Dans La Chèvre, on ne suivait qu'une seule intrigue, la recherche de la petite Benz. Dans Les Compères, il y a 3 intrigues qui s'entremêlent. La recherche de Tristan, les malheurs de Tristan et de sa copine, qui veut pas de lui, et enfin l'intrigue autour du patron de casino mafieux. Et donc forcément, les 2 intrigues supplémentaires nous détournent du duo de stars, et parfois, on s'en fout. Les amours de Tristan, c'est clairement la faiblesse du scénario. Il nous gonfle. On a clairement envie de le secouer et de lui en coller une.
Cela étant, je dois reconnaître qu'il y a des bons moments. Le passage devant le réceptionniste aigri, Maurice Barrier, est vraiment bien fait, puisqu'il va rencontrer successivement tous les protagonistes dans le cadre d'un comique de répétition. Je le connais pas, votre fils. Je l'ai jamais vu, j'ai vu personne. Maintenant, faut me foutre la paix, c'est clair? C'est le plombier, vous le prenez? Mais donnez-moi ça, il foutait le camp! Ne quittez pas, je vous le passe. Avez-vous déjà vu ce garçon? Mais il a combien de pères, ce gosse? Tu veux vraiment qu'on frappe? Non, je sais ce que vous allez me dire. Vous êtes aussi le père de cet enfant, d'accord? Notez aussi que Weber construit son récit encore une fois autour d'une ironie dramatique. Nous savons que Tristan n'est pas le fils de Pignon et Lucas, mais pas eux, pas encore. Et c'est lorsqu'ils vont montrer la photo du gamin à la mère Michel, pardon, à la mère de Michel. Voilà, désolé. D'ailleurs, vous pouvez noter aussi que ce retournement de situation trouve aussi son origine dans une photo comme dans La Chèvre, quand Pierre Richard demande à voir la photo du kidnappeur de la petite Benz et que Depardieu se rend compte qu'il venait de le rencontrer juste avant. Une photo impliquant un rebondissement majeur menant à la résolution de l'intrigue. Les compères marquent aussi un changement de ton. La Chèvre, c'était du gag au service de l'histoire du début à la fin. Ici, le gag est une péripétie. Il ne fait pas avancer l'intrigue. Il faut dire que la malchance était propice à de nombreux gags. Ici, c'est plus dur, d'autant que Weber initie quelque chose qu'il va davantage creuser dans Les Fugitifs, à savoir le mélo. Car les compères basculent parfois dans le sérieux et le drama avec l'intrigue tournant autour de Tristan et de sa copine Michel, dont le but est de souligner assez maladroitement les problèmes de jeunes de l'époque, le mal-être juvénile, la délinquance, la drogue. Il se drogue, n'est-ce pas? Il est homosexuel? Si tu prenais pas tes jouets à la con, ils sortiraient moins le soir, nos enfants. Hélas, c'est davantage pathétique que réellement dramatique. Déjà parce que les deux ont un jeu pas terrible, et ensuite parce qu'on s'ennuie fermement durant ces passages. Et c'est bien dommage, car le duo fonctionnait encore, et on reste un peu sur notre faim. Depardieu joue toujours le grand costaud et Richard le distrait maladroit, un peu bêta ce coup-ci, bien que ce dernier rappellera que cela fait bien longtemps qu'il n'est plus distrait dans ses films. Cette fois-ci, Richard n'est plus un poissard, c'est vrai, c'est un dépressif suicidaire, et il le fait très bien. J'ai commencé à me suicider à son âge. Vous n'êtes pas très doué, dites donc. Cette opposition nous réserve encore des belles situations, des quiproquos et moult drôleries. Et encore une fois, le bêta va prendre le pas sur le costaud, et Weber l'illustre magistralement, et physiquement d'ailleurs cette fois-ci, par une autre séquence de coups. En rentre ou je vais me fâcher. Et l'interaction des deux personnages montre encore que Weber reste aussi bon dans ce domaine. Alors je sais que je vais pas me faire que des amis, car beaucoup ont adoré Les Compères, le classant même au-dessus du précédent. Ce n'est pas mon cas. En comédie pure, je préfère largement La Chèvre. Les Compères est un film de qualité, qui a ses moments drôles, mais qui pour moi a aussi ses moments d'ennui qui me perdent complètement. Autant je trouve l'ajout de l'intrigue du casino réussi avec les deux hommes de main qui ajoutent un brin d'humour bienvenu, autant l'intrigue de Tristan est triste. Et ce n'est pas parce que les trois intrigues s'entremêlent que cela fait un scénario plus abouti que La Chèvre. En fait, dans les deux cas, l'histoire générale est assez classique. L'important, c'est la mise en scène, et elle est toujours aussi efficace. En outre, j'avoue que Les Compères apportent plus de profondeur aux personnages. Dans La Chèvre, c'était des sortes de caricatures qui se limitaient à leur fonction, le détective et l'appât à malchance. Dans Les Compères, ils ont une vraie construction, un vrai fond, on sent qu'ils ont une histoire, et en fait, votre préférence ira à ce que vous attendez d'un film. Et je comprends parfaitement qu'on puisse davantage apprécier Les Compères que La Chèvre. C'est une question de point de vue, d'autant que le duo est parfait. Il fonctionne toujours aussi bien, et même s'il y a beaucoup de personnages supplémentaires, au moins ces derniers sont bons dans leur rôle. Sauf Tristan. Ouvrez cette porte tout de suite. De quel droit vous mêlez-vous de mes affaires? À quel droit? Annie Dupéret, Michel Aumont, Michel Barrier, que j'aime beaucoup, Roland Blanche ou encore Philippe Corsan, bien évidemment, dont je reparlerai un jour. C'est un plus qui fait que le film ne repose plus sur les seules épaules de Richard et de Depardieu. C'est un parti pris, puisque le réalisateur a sans doute estimé que repartir sur un film uniquement centré sur le duo pouvait lasser. L'ajout d'une multitude de personnages permet de compenser l'effacement de ce qui était le personnage principal de La Chèvre, la malchance. Personnage invisible, certes, mais essentiel, puisque c'est lui qui va indiquer le chemin à nos héros. Dans Les Compères, point de poisse, donc il fallait des personnages pour montrer la voie. Et il en fallait même plusieurs. Alors je n'ai pas parlé de la musique dans La Chèvre, mais vous savez que c'est Vladimir Cosma à la baguette.
comme pour les compères, et je dois avouer que si j'apprécie la première BO, ma préférence va clairement à la seconde que j'ai souvent en tête. À titre très personnel, je pense même que c'est la meilleure des 3 films. En 1997, Ivan Reitman, le réalisateur entre autres de SOS Fantôme et de Jumeaux, se lance dans l'adaptation américaine du succès de Weber qu'il nommera Father's Day ou Drôle de père en France. Billy Crystal reprend le rôle de Depardieu et Robin Williams celui de Pierre Richard. À leur côté, on retrouve Nastasia Kinski qui joue la mère, Julia Louis-Dreyfus est également de la partie et joue un nouveau rôle, celui de la femme de Billy Crystal. Notez aussi le caméo très anecdotique mais très réussi de Mel Gibson, un bon point pour le film même si c'est sous-exploité. Scott! Yeah. I thought you somebody else. I'm Scott. Alors pour le coup, un Robin Williams dépressif, ça peut coller parfaitement. Par contre, je vois mal Billy Crystal jouer le gros dur de service ultra charismatique. Et ça loupe pas. Il peine à nous convaincre de sa badassitude. Franchement, le duo qu'il forme avec Williams ne fonctionne pas, malgré tous les efforts de ce dernier, qui est sans doute le plus inspiré. Quant à l'histoire, elle reprend le synopsis de base, mais avec pas mal de modifications quand même. Ce n'est pas un simple copier-coller de A à Z, il y a quelques nouveautés. Le scénario est un peu changé, et il faut bien rendre un peu plus politiquement correct le film. Ainsi, Billy Crystal ne joue pas un journaliste misogyne et libertin, c'est un brillant avocat marié à Julia Louis-Dreyfus. D'ailleurs, leur relation fera irruption dans l'intrigue, et on s'en fout complètement. Robin Williams, lui, n'est pas un professeur au chômage, c'est pas assez cool, alors c'est un écrivain, en manque d'inspiration. Et puis, le gamin, il s'enfuit pas dans une salle d'arcade, hein. Il suit un groupe dans sa tournée, voilà, ça c'est cool. Les jeux vidéo, c'est pour les gosses. Point de casino dans l'histoire non plus, mais un trafic de drogue, c'est plus sérieux, on rigole pas avec l'argent aux États-Unis. Bon, ces changements ne suffisent pas à améliorer le film, il se fera descendre par la critique qui jugera le duo peu drôle, et on est bien d'accord. Julia réussissant le tour de force d'être une nominée au Golden Raspberry Award de la pire actrice dans un second rôle. Cela dit, il fera mieux que son prédécesseur en revenus puisqu'il gagnera 28 millions de dollars sur le sol américain, mais se classera à la 71e place du box-office de 1997. Un film oubliable donc. Et je vous propose d'ailleurs de l'oublier en attendant la dernière partie de la rétro, dédiée aux fugitifs. En attendant, prenez soin de vous!